Dans cet épisode, je reçois Patrick, qui est entrepreneur dans l'immobilier. Avec la casquette travaux, expertise financière et immobilière, il nous partage dans le podcast sa vision du marché pour 2024, les opportunités d'investissement qu'il va y avoir, comment performer quand on est agent immobilier et bien évidemment son parcours. Je tiens bien sûr à remercier Blanc et Simon, son cofondateur, qui m'accompagnent encore dans cette belle aventure. Je vous laisse avec l'interview, bon visionnage. Et on se retrouve avec Patrick. Merci Patrick d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Maxime. Est-ce que tu pourrais te présenter simplement en quelques mots, comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis? Ok, super. Bah écoutez, enchanté, Patrick. Donc Patrick Maillat, j'ai 29 ans. Je suis conseiller immobilier sur la région parisienne, plus précisément sur le 92, donc sur l'ouest parisien. Je vis actuellement sur Rueil-Malmaison, d'accord. Donc mon secteur est Rueil, Nanterre, sur Rennes plutôt. Secteur que je connais très bien de par mes différentes activités. Donc voilà, j'étais un ancien auditeur financier et je pense qu'on aura l'opportunité d'en parler. Avec grand plaisir. Écoute, si on revient quelques années en arrière, Bien sûr. est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, ton éducation, ton rapport un petit peu avec l'ambition que tu pourrais avoir d'être conseiller immobilier après, qu'on comprenne bien qui tu es? Bien sûr. Alors, écoute, moi, je suis issu d'une famille d'immigrés, si on peut le dire, mais sachant que mes parents sont arrivés en France, du coup, en 90, donc en provenance du Portugal. J'ai grandi à Puteaux, ville dans laquelle j'ai passé mes premières 25 années. Du coup, voilà, mais un peu dans le stéréotype portugais, si on peut se permettre de faire la blague, dans le sens où ma mère est femme de ménage, mon papa est maçon. Il a créé sa société en arrivant 2-3 ans après être arrivé en France. Ok. Société que j'ai eu l'occasion de gérer pendant plusieurs années. Donc voilà, très vite, mes parents étaient voilà dans le travail, travailler dur. Et c'est quelque chose que, donc tu parlais de relation à l'entrepreneuriat, quelque chose que j'ai voulu du coup un peu éviter dans le sens où j'ai pas passé énormément de temps avec eux. Donc voilà. Donc, souvent, on veut soit copier ses parents qui ça. sont un modèle pour nous, soit éviter dans ce cas-là. Et toi, c'était plutôt ce que tu as le cours que tu as pris un petit peu, c'est d'éviter le modèle qu'avaient tes parents par rapport à ça. Tout à fait. Tu rêvais de faire quoi quand tu étais petit en tant que... Quand j'étais petit, je pense que je rêvais de faire plein de choses. Surtout Ouais. premier métier footballeur. Parce que j'étais Évidemment, passionné de... comme beaucoup d'enfants, comme 90% Exactement. d'enfants. C'est ça, donc j'étais passionné de foot. J'en ai fait pendant une quinzaine d'années, un bon niveau en club. Sauf que voilà, on se rend très vite à l'évidence que c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Il faut avoir un sacré niveau pour pouvoir du coup percer dans ce milieu-là, comme on a l'habitude de le dire. Après, j'ai très vite passé le step de la finance, sachant que voilà, je pense que comme un peu tout le monde, on essaie de suivre les conseils de nos parents et mes parents m'ont très vite sur la base de la réussite de mon cousin qui est expert comptable, c'était le premier à réussir dans notre famille entre guillemets à faire des études longues et à faire un beau métier. Du coup, ils m'ont très vite dit voilà, tu feras comme ton cousin, tu iras faire de la finance, etc. Et donc j'ai suivi naturellement ce chemin-là. Ok. Voilà, peut-être un peu par défaut, Ouais. c'est vrai, mais c'est vrai que j'étais bon là-dedans, j'aimais bien, donc j'ai foncé dans cette voie-là. Mais je me suis très vite rendu compte au bout de 3-4 ans que c'était pas forcément mon dada. Voilà. Et t'étais quel type d'élève au collège, au lycée? Alors j'étais peut-être l'élève du dernier rang, mais toujours très assidu. Voilà, donc Ok. j'aimais beaucoup rigoler avec mes copains, etc. Mais j'étais très très sérieux parce que voilà, mon père m'a toujours dit tu laisses pas le droit à l'erreur. Il faut bosser, il faut réussir. Donc voilà, fallait être très sérieux. En tout cas, j'avais vocation à être très sérieux. Voilà. Et t'avais des passions à cette période-là aussi, pareil, collège, lycée? Ouais, bah écoute, j'ai toujours été très passionné de football, très passionné de Formule 1. C'est une passion que je partageais avec mon papa. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mon papa voulait m'appeler Ayrton Senna, qui est une légende de la Formule 1. Ma mère a refusé, elle a plutôt choisi Patrick. On se demande pourquoi, mais aucune relation avec le Portugal. J'aurais peut-être préféré avoir le nom de Ayrton Senna. Et j'étais aussi passionné, enfin, je suis passionné de moto. Donc c'est des passions que je partage avec mon papa, en effet. Peut-être les seules choses, on pourra peut-être éventuellement en parler, mais c'est vrai que c'est le point commun que j'ai avec lui, du fait qu'on a une relation très particulière due au travail. Voilà, tout Ok, simplement. Ouais. ça marche. À partir de quel moment dans ta scolarité, t'as su que c'était le secteur de la finance qui t'intéressait? Et qu'est-ce que t'as fait pour aller le plus loin possible dans ce milieu-là? Ok, donc en gros, j'ai à peu près 10 ans
ans d'écart avec mon cousin et en fait très vite donc vers ses 25 ans, il a été du coup quasiment diplômé, donc il était déjà dans la profession et en fait mes parents dès ce jeune âge, j'avais à peu près 15 ans, m'ont dit voilà tu vas faire ça, c'est un très beau métier etc. Et en effet, j'ai commencé à faire mes premiers stages dans la finance avec lui, notamment. Donc, c'est à peu près là où j'ai donné, du coup, après, on va dire, le lycée, où j'ai donné mon orientation en école de commerce et j'ai suivi, du coup, la voie financière. Voilà. D'abord en faisant mon bachelor, puis ensuite en faisant mon master audit et conseil, donc Ok. finance d'entreprise. Et ça t'a plu? C'est des études Ouais, bien que sûr. t'as appréciées? C'était de très longues études, enfin, bac plus 5, et ensuite j'avais enchaîné sur le diplôme d'expert comptable, mais c'était pas vraiment mon truc, donc j'ai très vite abandonné. Ok. Mais en effet, c'était des études très intéressantes où j'adore tout ce qui est technique. Euh, donc je m'y plaisais bien. Après c'était juste le rythme après en cabinet quand j'ai eu mon premier job où j'ai vu que c'était extrêmement soutenu. Tu bossais énormément. Je pouvais faire entre 70 et 100 heures la semaine. Et j'ai vite compris que travailler pour un patron et ne pas forcément avoir de reconnaissance à hauteur de ton implication n'était pas forcément quelque chose de fait pour moi. Voilà. Ok. T'avais quoi comme rapport? Parce que quand on est auditeur financier, quand on travaille dans cet écosystème-là, on travaille, j'imagine, avec beaucoup d'entrepreneurs Ouais. aussi. T'as quoi comme rapport avec l'entrepreneuriat? Mhm. Alors, t'as connu le modèle de tes parents Exact. avec ton papa qui était entrepreneur, en Tout à fait. quelque sorte. C'est ça. Mais là, tu rencontres aussi, j'imagine, d'autres typologies d'entrepreneurs. Bien sûr. Est-ce que t'as un mentor, t'as une personne qui t'inspire à ce moment-là? Alors, j'ai pas forcément de mentor. Il est vrai que j'ai baigné dans l'entrepreneuriat de manière très très tôt. Enfin, pas parce que mon papa l'était, mais mon papa l'était, on va dire par défaut, dans le sens où forcément, quand tu arrives en France, tu ne parles pas la langue, tu ne l'écris pas. Tu n'as pas d'autre solution que entre guillemets de créer ton job. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a très vite employé des personnes, toujours avoir deux trois personnes. Aujourd'hui on est cinq. Voilà, j'ai toujours vu ce côté d'indépendance. Après, je suis allé à un autre niveau lorsque j'étais auditeur financier, parce qu'on contrôlait de très grosses sociétés. J'ai eu de très grosses sociétés en tant que client. Et c'est vrai que je rencontrais du coup les plus gros patrons en France, certaines boîtes très connues, les constructeurs, HSBC, La Redoute, etc. C'est vrai que là, on est un step au-dessus. J'en avais rencontré qui était vraiment très inspirant. J'avais rencontré un directeur général qui était ancien directeur général d'une société de bâtiment, pareil, qu'il avait repris à son papa. Et il avait écrit un livre, il avait fait faillite, et on en avait parlé du coup lors d'un déjeuner. Il avait écrit un livre, Une faillite, une réussite. Et pour le coup, c'était extrêmement intéressant parce qu'on parlait justement des échecs qu'il pouvait y avoir dans le BTP, etc. Et comment en fait il a pu rebondir et ensuite créer, gérer une boîte de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'était ultra intéressant. En effet, quand on fait de l'audit, on arrive sur des profils qui sont super intéressants et on essaie de s'en inspirer et de prendre le meilleur un peu partout. Voilà. Ouais, c'est clair. Et même pour commencer à créer son réseau, je pense que c'est des personnalités Exactement. qui sont hyper intéressantes. Tout à fait. Tu finis donc ton master, tu C'est ça. souhaitais commencer des études pour faire expert comptable. Exact. Tu les arrêtes à ce moment-là. Tout à fait. Et sur quoi tu bascules? Et donc en fait, donc je fais mon master, donc je me lance donc en cabinet, donc en tant qu'auditeur financier. En parallèle, je vois du coup pour me lancer sur le DEC, ce qu'on appelle le diplôme d'expert comptable. Ok. Sauf que ça me plaisait pas, donc j'ai très vite arrêté. Donc j'ai fait 4. C'était en parallèle que tu Ouais, c'est en faisais ça? parallèle. Tout Ok. à fait. En fait, c'est que tu te lances, donc après ton master, tu te lances en tant qu'auditeur. Et en fait, tu fais 3 ans de diplôme d'expert comptable, du coup, Ok. en parallèle de ton activité professionnelle. Exactement. Donc, sur lequel tu dois rendre des rapports, etc. Et ensuite, à la fin, faire un mémoire et une soutenance orale. Voilà. J'ai vu que c'était pas forcément fait pour moi, j'arrivais pas forcément à concilier les deux parce que j'étais vraiment très impliqué dans mon activité professionnelle que j'adorais pour le coup. Voilà, d'abord en tant que stagiaire, puis junior débutant, junior confirmé, senior, etc. Et voilà, donc j'ai fait 4 ans dans ce domaine-là avant du coup de quitter le gros cabinet dans lequel j'étais. Généralement en audit on parle de de Big Four. Moi j'étais dans le 5e cabinet mondial. Ah oui. Donc voilà, et ensuite j'ai arrêté pour reprendre la société de mon papa. Voilà. Ok. Donc, ouais. Génial. Quand tu reprends la société de ton père, elle en est à quel niveau, à quel point? Et c'est quoi le deal qu'il y a avec lui pour faire développer cette société? Alors, il n'y avait pas forcément de deal, c'est juste que c'est quelque chose que j'avais du coup en tête depuis longtemps, parce que depuis, on va dire, depuis même le lycée, Ok. je travaillais déjà avec lui. Quand j'étais gamin, mes vacances scolaires, j'ai passé sur le chantier avec lui, etc. Donc voilà, j'avais déjà depuis Toujours longtemps. baigné dans le BTP, Voilà, quoi. exactement, Ouais. cette petite culture du travail. Donc voilà. Et ensuite, quand j'ai commencé du coup à travailler avec lui, c'était quelque chose que je voulais mettre en place. Je voulais reprendre la société et vraiment la développer.
le Covid est arrivé, d'accord, en mars 2020, si je me trompe pas. Exactement. Et en fait, donc ça a été, pour moi, ça a été pour le coup quelque chose de plutôt pas mal parce que j'ai pu travailler sur 3 mois d'analyse de la société pour voir sur quel point je pouvais axer en fait mon développement. Donc j'ai commencé à faire un audit des charges, de là où on perdait de l'argent, un audit de là où on en gagnait pas mal. Quelles étaient du coup les marges prises sur les chantiers, etc. Donc pour le coup vraiment une analyse approfondie de l'activité. Et ensuite, du coup, j'ai mis un plan de développement en place. Donc, activer le réseau, activer les agents immobiliers, mettre un système d'apporteurs d'affaires en place, travailler un peu le marketing, relancer les clients qui devaient de l'argent. Enfin voilà, parce que forcément, un artisan travaille énormément, mais n'a pas forcément le temps de, en fait, de gérer sa société. Et donc, c'est quelque chose que j'ai très vite compris lorsque j'ai fait un état des lieux. Et donc, c'est vrai que là, pour le coup, mon activité financière m'a beaucoup aidé. Ouais. Et c'est là que tu gagnes de l'argent finalement, quand tu C'est ça. vois tous les retards de paiement que tu peux avoir, tout le développement que tu peux avoir sur une société comme ça qui fonctionne bien, qui a déjà des bons retours, etc. Mais c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux creuser sur ça, tous les axes de développement que tu as mis en place avec ton père Bien sûr. et surtout les résultats que vous avez obtenus? Ouais, bien sûr. Alors, en gros, mon père, ça faisait à peu près 30 ans qu'il avait sa société. Il a toujours été assez flat. Pour le coup, il a une société qui tourne très bien. Et c'est ça que je me suis dit, bah, quelqu'un qui a une société qui tourne très bien, on va dire, c'est de la récurrence. Donc, forcément, on peut aller Exactement. chercher beaucoup plus. Donc, ce qui avait été fait, c'est que j'avais fait un audit de tout ce qui était charges, revenus, etc. Voir comment on pouvait se permettre de marger plus, d'accord? Où est-ce qu'on gagnait, on perdait de l'argent. Et ensuite, tout ce qui est axe de développement par rapport au réseau. Donc, qui connaît, enfin, quelles sont les personnes que connaît mon père, quelles sont les relations qu'il entretient, comment on peut éventuellement développer ça. Ensuite, je me suis dit, voilà, qui est dans le monde du BTP, de manière directe ou indirecte, donc notamment les agents immobiliers. Ensuite, je me suis dit, voilà, il y a pas un axe de marketing à travailler, donc notamment site internet, réseaux sociaux. Souvent, Voilà. dans les personnes qui sont un peu plus anciennes et qui Ouais, ont l'âge un peu de la génération de ton papa, exact. ils n'ont pas pensé à tout ça. Le marketing, les réseaux sociaux, le site internet, c'est quelque chose pour eux vient après et qui pourtant aujourd'hui est primordial pour être connu un peu du grand public, trouver ses clients, etc. Alors, c'est même pas que ça vient après, c'est à des années-lumière. Ah ouais, C'est vraiment à des années-lumière pour le coup, j'imagine. pour certains. Et du coup, voilà, on a travaillé tout ça et en effet, j'ai réussi à faire à peu près 1 fois et demie le chiffre d'affaires en 1 an et demi, voilà, grosso Ok, modo. ah ouais. Donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'il y a eu la période Covid. Mm. Donc voilà, et j'avais très vite, pour te donner une idée, on était à peu près à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc grosso modo 100 000 euros par tête au niveau des producteurs, d'accord, donc Ok, ceux qui étaient sur le terrain, sans les fonctions support. Et mon objectif, c'était d'aller chercher très facilement l'année d'après le 1 million d'euros, ce qui était largement faisable. ouais. Sauf que forcément, quand tu chamboules, tu arrives après 30 ans que tu chamboules tout, c'est très difficile. Du coup, voilà, il y a parfois des petites frictions. Et forcément, quand c'est ton papa, t'as pas C'est forcément ce que envie j'allais que te ça demander, arrive ouais. à certains niveaux. Comment ça Voilà. s'est passé avec ton père? Parce que moi, je travaille avec ma maman, par exemple, au D'accord? quotidien. Ok. Comment ça s'est passé avec ton père? Quelle est la relation que vous aviez professionnellement? Alors, très difficile dans le sens où, avec mon papa, j'ai toujours eu cette pression depuis le jeune âge, dans le sens où il faut beaucoup travailler, t'as pas le droit à l'erreur, etc., Ouais. comme je te le disais tout à l'heure. Et c'est vrai que le peu de temps que je passais avec lui, c'était par rapport à nos passions respectives, football, Formule 1, moto. Euh, Sinon, à part ça, on passait pas énormément de temps ensemble, sachant il part de la maison à 7 heures, revient à 21 heures. Donc voilà, il travaille même le samedi et parfois même le dimanche. Alors, dans notre intérêt, dans le sens, voilà, de toujours, dans le fait qu'on manque de rien, bien évidemment, et je le remercierai toujours pour ça. Mais Évidemment, c'est ouais. vrai qu'aujourd'hui, ce qui me pousse à être entrepreneur notamment, c'est de justement pas être dans ce même écosystème. Mais il est vrai que quand j'ai repris la société, que j'ai à peu près tout chamboulé, très vite, il était réfractaire au changement. Même si c'était forcément quelque chose de très bien, il n'était pas forcément à l'écoute de la chose. Et j'ai compris au bout d'1 an et demi que tu pouvais mettre tout en place, tout ce qui était très bénéfique, mais ça coûtait. Et ce qui coûtait, c'était du temps et surtout des frictions. Et t'as pas forcément envie d'être en mauvaise relation avec ton père. Voilà. Ouais, Donc ok. parfois, il faut faire voilà, un step en arrière, un pas en arrière et se dire, bah écoute, c'est pas grave, part sur notre activité et voilà. Mais si quand même il a accepté que tu le rejoignes sur cette aventure-là, c'est qu'il voyait quand même un intérêt. Bien sûr, Il t'a bien écouté, sûr. j'imagine,
pas mal de choses et Ouais. vous avez obtenu des bons résultats. C'est quoi les sujets sur lesquels où tu n'as pas pu encore développer plus et que là, aujourd'hui tu aimerais bien développer encore dans cette société? Alors c'était souvent le cas de dire, savoir dire non, par exemple, sur Ouais. des chantiers où tu gagnes pas forcément d'argent, mais parce que c'est une connaissance et cetera, donc tu vas le faire. Sauf que la problématique, c'est qu'à ne pas savoir dire non, parfois tu es très perdant, voilà. Mmh. Et aussi, il est habitué à donner des délais de paiement qui étaient trop importants, aux personnes, aux clients, et c'est ce qui te met, en fait, en galère de trésorerie et la trésorerie, on sait aujourd'hui, comme on dit, C'est le nerf de cash la is guerre, hein. king, voilà, c'est Ouais. le nerf de la guerre. Donc forcément, ça peut mettre en péril ton Mmh. activité. Alors c'est ce que je lui dis, c'est que quand je faisais les calculs de ratio, et cetera, c'est il avait une énorme chance, c'est qu'il avait une récurrence très importante. Mmh. Voilà. Donc il avait des clients qui étaient extrêmement fidèles, avec lesquels il travaillait depuis 25 ans. Donc ça, pour le coup, c'est très cool pour une société, c'est une mine d'or, à vrai Mmh. dire. Mais quand tu as ça, il faut aller chercher plus. Et c'est la difficulté d'aller chercher plus et d'aller chercher différemment qui posait problème, en fait. Voilà. OK. Donc j'étais toujours bien sûr dans la fidélisation client, dans le fait de faire correctement les choses, mais un peu sélectionner un peu le Mmh. client avec qui je travaillais et de faire en sorte que ça soit rentable pour toi et que du coup on évolue sur un autre écosystème que celui qui existait. Mmh. Moi je voulais vraiment chercher le 1 million d'euros, puis le 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par la croissance, développer les salariés, enfin l'équipe, la masse salariale, etc. Sauf que forcément développer la masse salariale veut dire une restructuration globale, créer éventuellement des équipes avec des chefs de chantier, etc., faire des remontées, mettre des process en place. Et tout ça, pour quelqu'un qui n'a jamais eu l'habitude de le faire au bout de 30, 40 ans d'activité, ça peut être un peu stressant, ça peut faire peur. Voilà. OK, Donc, et il a voulu plutôt une croissance raisonnée et de exactement, mettre les choses en place c'est les unes ça, après les autres. c'est ça, Hyper intéressant. En parallèle de ça, tu connais le métier d'agent immobilier? Pas tout à fait. forcément, c'est quand est-ce que vient, l'immobilier un petit peu dans ta vie? OK, alors très bonne question. Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé à investir, dès mes premiers salaires. 1er investissement en 2017, puis OK. après en 2018-2019. Tu avais quel âge à ce moment-là? 2017, j'avais 23 ans. 23 ans. Ouais, 23 ans. 23 ans, je fais un peu un premier aller-retour, un peu sans faire exprès à vrai dire. J'achète, voilà, je capitalise, on fait les De base, travaux. c'était pour faire une, résidence principale? Ouais, ça, on fait une résidence principale, donc voilà, donc je fais les travaux, et cetera, puis avec donc la société de mon papa. Puis on revend, donc plus-value, 20 000 € à peu près, donc je me dis: «Ah, c'est pas mal». Donc là, l'immobilier est intéressant, donc on va peut-être répéter la chose. Ensuite, résidence principale achetée sur une opportunité. J'étais en veille sur le marché, sur les sites, hem et je vois un bien qui décote pas mal au fur et à mesure au bout de 6 mois. Et je me dis: «Ah, on arrive sur des prix très intéressants», donc j'arrive, je me positionne de manière très agressive, qui est aujourd'hui en fait ma résidence principale, qui vaut à peu près dans les 270 000 €, parce que j'ai vendu, le même bien en fait, à l'étage d'en dessous, à ce prix-là. OK. Et je sais qu'il est un peu moins bien que le mien, donc voilà, enfin au niveau de l'état actuel. Donc je sais que ça vaut au moins ça et je l'ai acheté à peu près 210 000, OK. 215 000, 215 000 Tu fait combien exactement. d'euros de travaux? J'en ai fait 10, 10 10 000? 000, ouais. Ouais, Ouais, donc donc c'est ça une va. belle affaire, Ouais, ouais. donc c'est une plutôt belle affaire. Et ensuite, du coup, construction en parallèle d'une maison au Portugal, donc dans le nord, d'où je suis originaire. Et donc voilà, donc investissement plutôt patrimoniaux de mon côté. J'aime ça, c'est ma vision dans l'immobilier, d'accord, d'investir dans des beaux endroits avec des beaux biens. Donc voilà, parce que les investissements que j'ai faits, c'est en 92, donc nord de Belleville, en l'occurrence, donc à 8 000 à 9 000 € du mètre carré. Et en l'occurrence, pour le premier, sur la résidence principale, on est à peu près sur de 6 000 à 7 000 € du mètre carré. OK. Voilà. Donc dans les Donc secteurs un peu, voilà, prisés, enfin même exact, très prisés, c'est ça, pour le exactement. prix au mètre carré. Et tu peux nous parler un peu de l'investissement au Portugal, rentrer un peu plus dans le détail Ouais, de bien sûr, celui-là? Comment ça se passe au niveau, fiscalité? Est-ce qu'on peut faire un effet de levier et cetera? bien sûr. Alors le Portugal, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'en France, on a beaucoup de chance sur Ah, le financement. c'est clair. Voilà. On n'en Heu, parle pas assez, mais c'est vrai. exactement, parce qu'on a notre facilité à critiquer qui Ouais. est très importante, mais on n'a pas forcément, voilà, une facilité à mettre en avant les bons points. Au Portugal, les taux déjà sont variables, d'accord? Et il faut mettre à peu près 20 à 30 d'apport. OK. Donc sur des projets qui, coûtent plus de 300 à 400 000 €, ça commence du coup à être, assez important. Donc voilà, donc ça, c'est une première chose, à savoir, d'accord? Et lorsqu'on n'est pas résident, portugais, alors en l'occurrence, moi, j'avais un peu plus de facilité, sachant que j'ai la nationalité portugaise, mais lorsqu'on n'est pas résident portugais, l'apport est encore plus important que les locaux, d'accord? Hem Donc on avait eu un terrain, juste à côté de mes grands-parents, on a construit une maison, dessus. Ouais, donc c'est un secteur déjà que tu connaissais? Exactement, tout à OK. fait, exactement. Secteur que je connaissais. En fait, on est à l'entrée du parc national, du Gerês. Alors c'est pas avec l'accent, mais c'est pas grave. C'est donc au nord du Portugal, à peu près à 70 kilomètres de Porto, qui est la deuxième ville du pays. Et donc nous, on est à Braga.
Donc voilà, Ah, Braga, je voilà. connais, ouais. Donc on a construit une maison à près de 280 mètres carrés, donc quelque chose d'assez assez costaud. Donc voilà, c'est un but patrimonial pour la famille. Pourquoi pas? Tu le loues quand même ou pas de temps en Non, on temps? le loue pas. C'est Ok. voilà, c'est aussi un point de friction avec les parents forcément parce que Tu l'as acheté avec eux? ouais exactement. Ouais, Ok. on a construit ensemble. En fait, c'est forcément un début de très beaux matériaux. Donc forcément, ils ont un peu une difficulté à le mettre à louer, sachant qu'on est très bien positionné. On est sur la route nationale qui mène au parc national. Donc pour le coup, c'est Ça se vraiment pas louerait mal. super Ça bien, se louerait quoi. super bien. Et vu l'emplacement, la qualité de la maison et vu comment elle est grande, je pense qu'on aura des choses plutôt intéressantes. J'avais fait un petit benchmark, on était à peu près sur 2000-2500 € la semaine. Donc Ouais. ça pourrait être vraiment pas mal. Mais Ça bon, va permettre d'avoir une belle exactement. rentabilité, surtout quand vous y êtes pas, parce que C'est ça. la plupart du temps, vous y êtes pas, Tout à vous fait. y allez que pour les Exactement. vacances. On y va de temps en temps. Moi, ça m'arrive d'y aller peut-être une dizaine de fois au Portugal dans l'année. Donc Ah oui, j'y quand vais. même. Ouais, Tu j'y vas vais. très régulièrement. Oui, j'y vais alors parce que j'ai ma passion foot à Lisbonne Oui. pour le Benfica. Je suis supporter du Benfica et puis j'y vais aussi parfois pour me couper un petit peu quand j'ai très très gros rythme. Tout ce qui est tâches administratives, parfois j'y vais, je m'y pose 3 4 jours et je travaille de là-bas. Donc voilà, ça permet Génial. de totalement déconnecter. T'as vu sur les montagnes et tout, donc c'est sympa. Bon, on va en parler, ça nous fait une belle transition pour parler de ce Exact. que tu fais aujourd'hui Ouais. en tant qu'agent immobilier. Est-ce que tu peux nous pitcher rapidement, même si on a bien compris, c'est quand Bien même sûr. assez simple, mais ce que tu fais aujourd'hui en tant que conseiller immobilier, euh, toute la sphère, pourquoi IAD, etc. Ok. Donc en fait, donc je te disais que lorsque j'ai développé la société de mon papa, donc j'ai développé par les agents immobiliers en partie. C'est un des axes de développement. Forcément, Euh, c'est eux qui ont les biens à rénover, c'est eux qui ont les clients exactement. aussi en face, Tout à et fait. ils amènent une solution supplémentaire en ayant un contact Tout à qui soit fait. dans le BTP, quoi. C'est exactement ça. Et du coup, j'avais rencontré Anne-Marie Villard, qui est donc ma marraine IAD. Ok, Je lui passe le bonjour. D'ailleurs, si elle écoute le podcast, elle se trouve actuellement au Portugal. Voilà. ok. Elle a décidé d'aller développer le marché portugais. Et en gros, je discute énormément business avec elle, et notamment sur cet axe de développement de ma société de bâtiment. Et en fait, au fur et à mesure, on voit que ça se passe super bien entre nous, super relation professionnelle. Je la vois super bien fonctionner sur les réseaux et je me dis pourquoi pas. Et en fait, jusqu'à maintenant, sur mes achats immobiliers, il y avait eu aucun agent immobilier qui m'avait transcendé. Euh, Toujours quelqu'un il ouvrait la porte, il se mettait sur son téléphone portable, tu lui demandais les informations, il te les donnait pas. C'était lent, quelqu'un de pas réactif. J'avais cette image-là. Et c'est vrai que je me suis dit, en France, on n'a pas forcément une bonne image de l'agent immobilier. Donc je me suis dit, je vais essayer de redorer l'image et d'avoir ce bel accompagnement auprès des clients. Et j'ai toujours du coup milité dans cette voie-là. Et en fait, sur un moment, j'en parle avec elle. Elle me dit, bah, écoute, Patrick, t'as la casquette financière, t'as la casquette BTP, et du coup, t'as une fibre commerciale qui est assez intéressante. Je te propose de rejoindre mon équipe. Et du coup, ça s'est fait. On a énormément changé pendant 3 4 mois. Et puis, je l'ai rejoint, du coup, début d'année 2021. Voilà, du coup, Ok. voilà. Donc, Et ça s'est fait très naturellement, très vite. Et j'ai vite pris goût. Voilà. donc on comprend pourquoi IAD, c'est parce que du coup, tu avais ta marraine qui était dans C'est ce ça. réseau-là. Exactement. Tout à Elle aurait fait. été dans un autre réseau, tu aurais potentiellement été dans un autre réseau. Peut-être. Aujourd'hui, c'est quoi les avantages de IAD par rapport à d'autres agences, enfin d'autres réseaux, pardon, de Bien mandataires, sûr. versus aussi une agence potentielle que tu pourrais monter aujourd'hui avec tes compétences et tes niveaux de diplôme. Tu Ouais. pourrais facilement demander la carte T Ouais. être seul et être 100% commissionné Ouais. sur les honoraires que tu pourrais vendre. C'est une très bonne question. Alors, en effet, j'aurais pu peut-être rejoindre un autre réseau si elle n'était pas chez IAD, mais elle m'avait également pitché IAD. D'accord? Donc, Ouais. moi, je trouve que c'est un très beau système. Aujourd'hui, IAD est une corne française, hein. Je crois qu'il estime à près de 2 milliards d'euros. C'est un très beau modèle. Donc en gros, IAD pourquoi pourquoi IAD plutôt qu'un autre réseau? Faut savoir qu'IAD c'est le plus gros réseau en France. On a à peu près 16 000 personnes, donc 16 000 C'est le réseau conseillers. numéro un, ouais. Ouais, tout à fait. Donc c'est un gros réseau. Et on a du coup une ouverture sur l'international, donc le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, les États-Unis avec la Floride, le Mexique, l'Allemagne. Voilà, donc on a à peu près présence sur 8 9 pays. Et moi, j'ai toujours eu cette ouverture internationale de par mon activité d'audit et
ma passion, notamment une de mes passions qui est le voyage. Donc je me suis dit que voilà, si un jour je voulais travailler à l'international, avec IAD, c'était possible. Voilà, d'accord. Et aussi le système du MLM, d'accord, donc de développer ta propre équipe. Et j'ai toujours aimé manager, de par du coup en audit où quand j'étais senior, j'avais du coup différentes équipes. Après avec la société de mon papa, donc j'avais 5 personnes que je gérais. Et puis là du coup c'est une opportunité qu'on a aussi avec IAD. Donc c'est IAD en fait c'est un modèle de MLM avec base sur l'immobilier. Voilà. Ok, et c'est quoi le MLM? Est-ce que tu peux l'expliquer? Comment ça fonctionne chez Yadé? Bien sûr. Alors, en gros, c'est on est rémunéré sur du coup 5 niveaux, d'accord. Donc on est entre guillemets parrain, grand parrain, etc. D'accord. Et en fait, on développe ce qu'on appelle des filleuls, d'accord. Et ces filleuls peuvent eux-mêmes développer, d'accord. Et donc en fait, on est commissionné sur 5 niveaux, d'accord. À hauteur de 7, 3, 7%, 3%, 1,5%, 0,5, 0,2, quelque chose. Voilà. Ok. Peut-être que je me trompe à 0,1 près, mais Ouais, on voilà, a compris, du coup, c'est c'est un ça. pourcentage de la commission, donc des ventes C'est ça. immobilières que vont faire Exactement. les personnes que tu vas faire rentrer toi dans ton réseau. Exactement, tout à fait. Ok. Et donc ça, entre guillemets, ça rémunère le coaching qu'on leur apporte dans le sens où on les accompagne absolument sur tout, d'accord, de la création de leur micro-entreprise, donc dès le début, jusqu'à des actions terrain, donc des visites qu'on peut faire en commun, voilà, le Donc plan ça de développement. rémunère l'investissement en temps que tu vas passer avec cette C'est personne-là ça, à tout lui expliquer pour qu'elle aussi, elle vive de cette activité-là, qu'elle soit conseillère exactement. immobilier, qu'elle puisse avoir des biens à la vente, etc. Tout à fait, exactement, c'est Ok, ça. ça marche. Est-ce que tu peux nous faire un petit point aussi sur le marché actuel? On a un marché Ouais, qui est compliqué par rapport à quand tu as commencé. Et si je me rappelle exactement. plus la date, ça fait 2 ans? C'est ça, ça fait 2 ans et demi, début 2021 que j'ai Début commencé. 2021, donc c'est C'est deux ça, ans et demi. Euh, Marché, il a beaucoup changé en 2 ans et exactement. demi. Ouais, tout à fait. Il est un peu plus compliqué. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo Bien sur le sûr. marché actuel et surtout comment tu l'appréhendes toi en tant Ok. que conseiller immobilier? Alors moi, Maxime, j'adore le marché actuel. Je vais te dire pourquoi. Il est Génial, on est deux. particulier. Il est particulier. Et en fait, on était sur un marché qui était anormal pour le coup entre, je dirais, 2018 et 2022. À peu près jusqu'à septembre 2022. On était sur un marché qui était en plein essor, en plein développement. On a atteint les pics des 1,2 million du coup de transactions en 2021 et 2022. Donc c'était un marché qui était pour le coup très facile pour un agent IMO, où les bons et les mauvais performaient énormément. D'accord. Forcément, les taux d'intérêt étaient très bas, donc ça marchait très vite, les personnes empruntaient, et puis on sortait du Covid, donc il y avait cette hype, on va dire, où les gens investissaient énormément parce qu'ils avaient besoin d'un extérieur, du bien-être, voilà, donc une maison, enfin voilà, ça allait très très vite. Donc qu'on soit bon ou mauvais, ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on est sur un marché immobilier où les taux, du coup, si je me trompe pas, on est à peu près sur le même niveau qu'en 2010, d'accord? On est à peu près sur des taux nominaux à 4,5%, voilà, au niveau de Exactement. l'emprunt. Euh, avec un taux d'usure à 6%, qui bah, d'ailleurs vient de se stabiliser, dernière nouvelle par la BCE. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'accès au crédit est un peu plus compliqué, ou alors les personnes ont beaucoup perdu en termes de pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat a beaucoup baissé par rapport, on va dire, à la baisse immobilière. On se situe aujourd'hui entre 8 et 12% sur le marché national. Et ce qui fait que les personnes aujourd'hui achètent moins parce qu'elles sont impactées sur le pouvoir d'achat. Donc forcément, le marché tourne un peu plus doucement, donc moins de transactions. On est à peu près sur un marché qui a 800 000 transactions, on va dire en projeté, ou 900 000 transactions, on va dire en projeté à fin 2023, donc dans quelques jours. Quasiment moins 30% de C'est ça, transactions par rapport aux exactement. 2 années précédentes. C'est ça. Mais par rapport aux années précédentes, qui étaient en fait le record Ah français. oui, c'est Voilà. clair. Ouais. Voilà. Donc là, on revient en soi à un marché qui est classique en fait, hein, un marché de 2018, 2019. Donc voilà. Et forcément, bah, ça a un impact sur les agents IMO, ça a un impact sur à peu près tout l'écosystème immobilier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait un peu un tri dans le marché IMO. Et je suis pour le coup, parce que pour moi, seuls les meilleurs vont rester. Et en fait, seuls ceux qui agissent de manière professionnelle réussissent. Donc avant, voilà, on faisait visiter un peu n'importe qui et ça marchait, les personnes avaient leur crédit. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir une approche millimétrée et sur mesure. Et c'est ce que je pratique depuis moi le début, et ce qui en fait va marcher dans la durée. Voilà. Ok. C'est quoi un petit peu ton process entre le moment où tu as un contact, on t'appelle pour te dire j'ai un bien à vendre potentiellement dans cette rue-là, etc. Et le moment où tu rentres le mandat, tu fais visiter, acte authentique, etc. Est-ce que tu as un process un peu précis Ouais. pour qu'on comprenne pour les gens qui veulent se lancer en tant que conseiller immobilier et un peu un exemple à faire?
Bien sûr. Alors, process très simple. Moi, il faut savoir que je travaille que en recommandation. Ok, D'accord. donc Donc, pas de prospection. non, je fais pas de prospection. J'ai jamais fait de prospection jusqu'à maintenant, ni ce qu'on appelle la piste téléphonique ou alors de la prospection terrain. Oui. J'ai La toujours, pige, pour ceux qui savent pas, pardon, excuse-moi, bien mais sûr, c'est d'appeler les gens qui ont déjà des biens à la c'est vente ça. et de récupérer le mandat, en fait, finalement, alors que souvent, il y a marqué agence S'abstenir. s'abstenir en bas, mais on appelle quand même, on tente, et il y en Exactement. a qui marchent bien. Pour C'est ça. débuter, pour commencer l'immobilier, c'est vrai que la pige, bah, ça peut marcher si on n'a pas Tout de à fait. réseau. En Exactement. l'occurrence, toi, pas de prospection, pas de pige, c'est que ton réseau qui t'apporte des affaires. C'est ça. Alors après, je suis très attention. C'est pas parce que je n'en fais pas que ça ne marche pas, hein. Ah, évidemment, ouais, ouais. C'est un axe de développement comme un autre. Moi, je suis très admiratif de ceux qui font de la pige téléphonique parce que il faut avoir une persévérance et on va dire faut être très comment dire euh, très fort pour pouvoir recevoir des non non C'est toute la clair. journée. Ah Voilà. ouais, non, faut être Donc tenace. voilà exactement. Donc pour le coup, c'est un axe de développement comme un autre. Et moi, j'ai choisi du coup de capitaliser sur ce que sur lequel j'étais bon, sur une de mes forces qui était mon réseau d'investisseurs, mon réseau d'éditeurs financiers, mon réseau de la boîte de BTP de mon papa. Donc j'ai capitalisé sur ça et pour le coup ça a bien marché. Ça marche jusqu'à aujourd'hui. Après voilà, aujourd'hui j'essaie de travailler autre chose, donc notamment les réseaux sociaux etc. pour avoir plus de leads justement parce qu'on est sur un marché qui est plus difficile, donc il faut maximiser les leads pour pouvoir convertir parce qu'à l'époque on va dire sur 3 mandats que tu rentrais, tu pouvais faire une vente ou deux. Et aujourd'hui, sur peut-être 6 7 8 mandats que tu vas rentrer, tu vas peut-être faire une vente. D'accord? Ok. Donc voilà, il faut maximiser ça et forcément multiplier les canaux qui t'apportent du coup des leads. Pour en revenir à ta question, en effet, j'ai un process qui est bien ficelé. Donc j'ai par exemple un apporteur d'affaires qui m'apporte quelqu'un, un client, je fais une découverte vendeur, d'accord? Donc on travaille sur la prise de mandat. S'il souhaite travailler en simple ou en exclu. Hmm. Grosso modo, je travaille de manière très majoritaire en exclu. Je travaille à peu près 8 mandats sur 10 Ok. en exclu. Après, parfois, ça peut être des mandats simples, mais avec ce qu'on appelle des exclus morales. D'accord. Donc voilà, donc on travaille sur la prise de mandat, sur l'accompagnement, parce que des personnes n'y connaissent absolument rien en immobilier. C'est vrai que nous, on voit tous les jours des investisseurs, des marchands de biens, Ouais. des personnes qui baignent dedans, mais forcément, quelqu'un est extérieur à ça. Forcément, il a besoin un accompagnement sur mesure. Et donc, voilà, j'explique absolument tout le process de vente au vendeur, d'accord? Comment ça se passe, etc. et comment je vais pouvoir l'aider. On parle du mandat, donc comment on va mettre en place tout ce qui est diagnostic, photo. Donc, j'ai un photographe professionnel spécialisé en IMO là-dessus. Ensuite, sur comment se passe une visite, sur comment je fais pour organiser une visite, etc. Et ensuite, on passe sur tout ce qui est annonce, stratégie commerciale, estimation, bien évidemment, qui prend 4 à 5 heures et non pas 10 minutes à faire. Et c'est pas le nombre de mètres carrés fois le prix au mètre carré qui fait foi. Ah, tu tapes Euh, pas sur le meilleur agent et la non, rue et tu fais un ça petit peu serait comme ça? bien trop facile. Ah, c'est clair. Donc voilà, ça prend Et à peu puis près tu vendrais 4-5 rien heures. surtout, donc C'est ça, exactement. Donc voilà, on essaie d'avoir vraiment une approche millimétrée. Et puis ensuite, voilà, on est sur la publication, on multiplie les canaux de publication. Et en fait, je capitalise sur le fait qu'il y a on soit, comme je te dis, 16 000. Donc forcément, sur un secteur, on arrive facilement à être 20-30 personnes. Et donc voilà, on a très vite l'information de qu'est-ce qui est publié le jour J. ok. Voilà, j'essaie de capitaliser là-dessus. Et ensuite, quand un acquéreur m'appelle, pareil, découverte du projet d'achat, découverte en fait de ses critères, de son financement. Évidemment. Voilà, Qui est et très ensuite important aujourd'hui. ouais, très très important, et j'essaie de ficeler ça, vraiment de mettre ça au carré. Et ensuite, on passe sur la présentation du bien, présentation exhaustive. Et donc comme ça permet à ce que quand la personne arrive, il n'y ait pas de surprise, enfin de mauvaise surprise, du moins. Donc tu te déplaces Voilà, pas pour rien, tu ne fais pas c'est ça, déplacer aussi le client pour exactement, rien tout et à fait. Donc j'arrive t'arrives. très Ok. facilement à passer, lors d'un premier rendez-vous, une bonne heure et demie, 2 heures avec un client vendeur. Ensuite, sur restitution d'estimation, une bonne heure également. Et ensuite, avec un client, à chaque fois, un acquéreur, je passe 20 minutes, 30 minutes au téléphone pour être sûr de ce qu'on va faire par la suite. Voilà. Ok. Comment tu arrives à te démarquer? Il y a beaucoup d'agents immobiliers. Mhm. J'imagine que si c'est ton réseau qui t'apporte un contact, Ouais, bah, c'est privilégié parce qu'il te connaît déjà, il sait comment tu travailles, etc. bien sûr. Mais il a peut-être d'autres personnes dans son réseau qui sont aussi agents immobiliers, donc tu es Ouais. potentiellement en concurrence avec d'autres personnes. Comment tu te démarques par rapport à eux? C'est quoi les critères qui font qu'ils choisissent Patrick plutôt qu'un autre? Alors, c'est vrai que lorsque tu arrives déjà en recommandation, tu arrives en soi en position de force, dans le sens où, voilà, j'ai été recommandé par quelqu'un de confiance. Donc c'est vrai que ça aide. Ensuite, il y a le fait de bien expliquer les choses qui aide énormément, et le fait d'avoir un process bien ficelé et des explications claires qui aident. Et une chose très importante, qui est une qualité première à l'agent immobilier, c'est d'avoir de l'empathie et être à l'écoute.
Et ça, si on est au niveau du temps très pressé avec un client, c'est sûr que ça ne marchera pas. Si on va aller très très vite avec un client, ça ne marchera pas. Parce que parfois on fait face à des situations qui sont compliquées. Là, par exemple, la semaine dernière, j'étais sur un rendez-vous où une maman a perdu son fils. Donc elle se retrouve en fait dans le système qui est entre guillemets inverse, on va dire au système classique, dans le sens c'est elle qui hérite du bien de son fils. J'ai passé 2 heures avec elle parce que elle savait pas comment fonctionnait une succession, elle n'avait pas connaissance d'un notaire, elle savait absolument rien. Voilà. Ce qui fait que là-dessus, tu es obligé de prendre du temps. Ouais, et Et d'avoir de l'empathie voilà, pour la situation qui est quand même complexe. c'est Perdre ça. son fils, ça Et- n'arrive pas à tout le monde tous les jours et je exactement. pense qu'elle doit être dans une difficulté pardon, qui est compliquée émotionnellement. Tout à fait. Et en fait, comme elle connaissait absolument rien, elle me dit, vous êtes le premier agent immobilier à m'avoir présenté tout le système. Et du coup, quand elle me dit, je comprends pas, ils ont pris combien de temps, enfin, qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres agents immo, ils m'ont dit, bah, ils sont passés un quart d'heure, 20 minutes. Ah ouais, ils ont fait l'estimation, Voilà. un peu d'eau Donc, mouillée et puis voilà quoi. moi, ça m'a un peu choqué, à vrai dire, mais voilà, le temps qu'on prend, le fait d'être à l'écoute et le fait d'avoir de l'empathie fonctionne énormément. Et puis ensuite, sur les explications claires qui sont données, Mm. et si les personnes voient que c'est clair, que ça correspond à leur projet, parce que selon les projets, tu ne vas pas travailler de la même manière. Ok, Voilà. Donc tu vas pas avoir les mêmes plans d'action, les mêmes plans de développement et les mêmes stratégies commerciales. D'accord? Et le même discours. Donc voilà. Donc ça, il faut l'adapter et il faut vraiment être à l'écoute pour pouvoir l'adapter. Voilà. ok. Ça, c'est le secret. Ouais. On a un marché aujourd'hui qui est, donc, comme tu disais, un petit peu en baisse, Bien sûr. qui est compliqué. J'ai l'impression que tout le monde est au courant, sauf les vendeurs, que le marché est en baisse. Comment Exactement. tu arrives à leur faire comprendre que le marché a un peu baissé et que s'ils veulent vendre leurs biens, Mhm. à ce moment-là, il faut s'adapter au prix du marché actuel? C'est très simple. Moi, sur mon estimation, lorsque je fais le rendu, on va dire à peu près sur 1 heure de présentation d'analyse, je passe un bon quart d'heure, voire 20 minutes, parfois même une demi-heure si le client est très intéressé sur le contexte actuel. Voilà. Donc, je lui présente par des chiffres, par des graphiques. J'hésite pas à prendre des articles, à prendre des analyses perso, des analyses faites par IAD, voilà, tout ce qui est entre guillemets en ma possession pour pouvoir leur expliquer comment fonctionne le système, enfin le marché actuel. Et j'essaie d'arriver au fait que par lui-même, en fait, il trouve le prix qui correspond à son bien. Ok. Voilà. Donc, et T'essaies ensuite, de l'amener, en fait, exactement, jusqu'à là. c'est Ok. ça. Et donc, j'essaie de l'amener jusque-là. Et en fait, arrivé à la dernière page de mon estimation, je cache le prix et je dis voilà, par rapport à tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, sur la dernière heure, que pensez-vous du prix de votre bien? Et généralement, on arrive à de bons résultats. Donc, Ok. c'est plutôt cool. Ok. Hyper intéressant comme Donc, approche. voilà. J'avoue que je l'avais pas eu en tête. Ouais, c'est une manière de faire qui est un peu particulière, mais forcément, j'ai dû la travailler bah, avec, bah, tu vois, j'avais pas forcément cette manière de faire au Ouais. début, mais que j'ai dû retravailler, réadapter, en montrant mon analyse, en montrant tout le travail que j'ai fait. Et parfois, il y en a qui sont surpris de se dire, ah, mais il y a autant de calculs, il y a autant d'analyses de fait. Parfois, je leur montre, voilà, j'ai eu tel compte rendu de tel collègue qui vend à 200 mètres de chez vous. Il a eu ça, ça, ça comme visite. Voilà, on en est actuellement sur son bien. Et parfois, je m'amuse à me balader un peu sur ce loger, etc., sur les sites les plateformes de vente. Et les clients me disent, ah, mais regardez, ce bien-là, il correspond au mien, il est en vente plus cher. Ok, très bien. On va aller voir sur une analyse depuis combien de temps, enfin, sur les sites, sur les différents outils que Mm. j'ai avec IAD. On va aller voir depuis combien de temps il est en vente. Ah, 6 mois. C'est ce que vous souhaitez faire? Non. Ouais. Voilà. Donc, c'est parce que Ouais. les personnes voient ce qui est en vente, mais ne voient pas forcément ce qu'il y a derrière. Et ce qui est vendu Voilà, surtout, et ce ce qui qui est se vendu. vend. Exactement, Voilà. exactement. Donc il y a une grosse corrélation, enfin, voilà, une grosse corrélation, une grosse différence entre ce qui est en vente et ce qui est vendu aujourd'hui. Et donc c'est ça que j'essaie de transmettre du coup à mes clients vendeurs. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes métriques en termes donc depuis 2 ans et demi, en termes de volume de vente, Bien sûr, chiffre d'affaires, bien comment sûr. ça se passe un petit peu à ce niveau-là? Alors, pour le coup, j'ai été très content quand j'ai commencé parce que au bout d'un mois, j'avais mes 2 premiers mandats et lorsque j'ai eu mes 2 premiers mandats, 2 semaines plus tard, alors le premier mandat, je l'ai vendu en 3 jours, en Ok. un week-end. Donc voilà, j'ai eu 14 visites. Je me suis dit, c'est ça l'immobilier, c'est génial. Trop Donc, facile. trop facile. Ouais. Donc voilà, donc j'ai commencé mes visites le vendredi, j'en ai fait samedi, dimanche, et j'avais du coup eu les 4 offres au prix le lundi matin. Ah Donc ouais. c'était génial. Je me suis dit, si c'est ça, je vais performer Ouais. de manière incroyable. Pareil, ensuite, la semaine d'après, offre au prix sur l'autre bien que j'avais rentré à peu près au même moment. Donc j'étais ultra, ultra content. Et en fait, un mois plus tard, j'ai encore une nouvelle vente. Donc 3 ventes en un mois et demi.
Voilà. OK. Et en plus, pour la petite anecdote, c'était sur la même rue. Donc, à 200 mètres d'écart, j'avais 3 panneaux. Donc, c'était pour le coup super sympa au niveau visibilité. Et ça m'a amené d'autres choses. Voilà. Euh, donc j'ai tourné à peu près une quinzaine de ventes sur la première année et là sur la deuxième année à peu près pareil. Sauf que on va dire il y a une augmentation de chiffre d'affaires de part du fait que j'ai visé un peu plus haut au niveau des biens et on va dire j'étais sur des biens peut-être sur une fourchette moyenne on va dire à 300 000 qui a évolué vers à peu près 350 400 000 sur la deuxième année. OK. Grosso modo, j'ai fait à peu près 100 000 euros la première année et à peu près un peu plus de 120 000 euros sur la deuxième année. Voilà. OK. Bon, Donc ce qui est voilà. ultra correct. Donc c'est ultra correct. Sans oublier que à côté j'ai investi, à côté j'ai la société de bâtiment, donc ça prend mine de rien pas mal de temps. Donc faut pouvoir être capable de gérer toutes ces activités là. Et puis je m'intéresse énormément à l'activité immobilière dans le sens de faire des séminaires, des conférences, etc. Des podcasts. Des podcasts. Bon, c'est ton premier. Exactement, c'est mon premier. J'en ai fait un déjà avec Emeline, oui, qui était passé un podcast voilà, aussi. exactement, qui était passé avec toi en podcast, Réalimo sur les réseaux. J'en ai fait un pour sa formation, mais là, en effet, c'est différent. Dans le hors de cadre de formation, c'est mon premier, tout à fait. Génial. Donc voilà, donc en effet, de beaux chiffres pour 2 premières années. Mais j'ai pour ambition de développer bien plus. Et normalement, là, sur les premiers mois, je suis quasiment déjà à ce que j'ai fait sur les 2 premières années. Ah ouais, OK. Donc Voilà. c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place finalement pour atteindre les objectifs, des objectifs supplémentaires? C'est quoi les objectifs que tu t'es fixés? Bien sûr, alors je me suis rendu compte que du coup, de par mon réseau, du coup, de par mon entourage, etc., Ouais. j'avais un panier moyen, donc à peu près de l'ordre de 350 000 euros, 400 000 euros à peu près, voire un peu moins sur les biens qui sont convertis, on va dire, en vente. Et en fait, je suis pas forcément très réseaux sociaux OK. de base. J'ai appris avec le temps à le développer. Et là, je vais vraiment essayer de professionnaliser ça, de le développer. D'ailleurs, j'ai Emeline qui me force à ça, qui me motive sur ça parce Elle a qu'elle est bien très réseaux raison. sociaux. Elle a bien raison en effet, et je la remercie pour ça. Et en fait, je travaille là-dessus, du coup, pas mal. Donc, il y a de belles choses à venir. Et ensuite, mettre des systèmes de prospection un peu automatisés là-dessus, de par mon réseau. Donc, entre guillemets, que ce soit vraiment mon réseau qui prospecte pour moi. Sur, on va dire, sur un réseau d'apporteurs d'affaires encore bien plus important que celui que j'ai actuellement en place. Voilà, OK. parce que jusqu'à maintenant, ça venait très facilement à moi et aujourd'hui, je vais vraiment le travailler. Voilà, faire en sorte que Et aujourd'hui, c'est il faut ça, que tu vas les solliciter pour que ça vienne encore c'est plus, ça, plus exactement. rapidement, plus facilement, Tout qu'ils à fait. pensent directement à Tout toi, à fait. quoi. Parce que pour le coup, sans faire de prospection, c'est quand on rapporte le ratio gain-effort, Ah ouais, c'est clair. c'est très beaux chiffres. J'allais te demander, c'est quoi Voilà. ton rythme finalement sur une semaine entre toutes tes activités, Ouais. donc d'investisseur locatif, ton rythme avec la boîte de BTP, etc. Mhm. C'est quoi la semaine type, même si c'est une question que je déteste moi répondre parce qu'il n'y a pas de semaine type C'est ça, exactement, ouais, mais exact. qu'on se donne un peu un ordre d'idée. Déjà, je travaille 6 jours sur 7, donc du lundi au samedi. Ok, Parfois même le dimanche, ça m'arrive vraiment sur les périodes de gros rush. Si vraiment, par exemple, il y a des visites à faire ou quoi le dimanche, je le fais. Donc voilà. Il n'y a pas forcément, comme tu disais, il n'y a pas forcément de semaine type et j'ai pas la sensation de travailler parce que c'est vraiment ma passion pour le coup. Et j'ai une phrase que j'aime bien utiliser, c'est que je travaille en vivant et je vis en travaillant. ok, Donc voilà. Mais oui, j'essaie de consacrer, on va dire, au moins une journée à la société de BTP sur les gros points, notamment avec mon frère qui lui gère actuellement. Donc voilà. Et ensuite, 5 bonnes journées du coup à l'activité IAD. Voilà. Parce que mine de rien, ça prend beaucoup de temps. On a mine de rien pas mal d'administratifs dessus. Donc voilà, tout ce qui est mandat, retour. Retour de visite, certains rapports qu'on est obligé de faire au notaire, ou parfois j'aide même mes clients sur des montages. J'adore les accompagner là-dessus parce que j'ai la casquette financière, donc voilà, donc je discute beaucoup avec eux là-dessus. Et donc voilà, tu disais quelle est la différence aussi par rapport à d'autres? C'est cette différence-là, c'est le fait que j'arrive très facilement du coup à les conseiller au niveau financier sur une stratégie d'investissement. J'arrive, enfin en leur donnant les billes, hein, parce que je me permets pas de leur dire voilà, il faut faire ça, faut faire ci. Sur les travaux aussi, donc s'il y a une problématique travaux, j'arrive très facilement à les accompagner là-dessus, en apportant des devis factuels, en proposant de faire les travaux également avec la société de BTP. Donc c'est ce qui fait que j'ai un écosystème en place qui fait que je suis polyvalent et je réponds quasiment à toutes les demandes.
Voilà. Ok. Donc même avec mes partenaires externes. Donc c'est pour ça que ça va. C'est une offre complète entre guillemets que j'essaie de mettre en place. Ok. Voilà. Mais il n'y a pas de, pour revenir à ta question, il n'y a pas de semaine type. Non. Voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de travail. Il y Ouais. a énormément de travail, ça Mais c'est aujourd'hui, sûr. c'est quand même principalement sur le métier d'agent immobilier Ouais, que tu complètement. te focuses, quoi. C'est quoi, 70%, 80% de ton temps? Ouais, bien 70%. Ouais, tout Ok. à fait. Et j'essaie toujours de rester en veille sur l'investissement que j'avais mis un peu de côté en 2020-2021. J'avais été un peu frustré par rapport à ça. Tu sais que quand tu es indépendant ou entrepreneur, Mm. C'est il plus faut, difficile voilà, d'emprunter. c'est plus difficile d'emprunter. Il faut avoir certains bilans. J'ai quand même réussi d'emprunter pour la dernière acquisition. Les différents frais que j'ai dû mettre en place, près de 80 000 euros. Il n'y avait pas de WC dans l'appartement, donc j'ai dû créer les WC. Pour ça, accord de la copropriété, de l'archi de copro, qui a pris énormément de temps, c'était très difficile avec lui, et assemblée générale exceptionnelle, etc., qu'on a Ok. dû mettre en place. Donc à peu près, on va dire, mis bout à bout, on va dire à peu près 1500 euros de frais, voilà, Ok. administratif, voilà. Et surtout pas mal de temps, Donc ça fait à quelques peu près mois. 81 500 euros, 82 000 Ouais, euros. 80 000 euros, on va dire, entre frais de notaire et ces frais-là. Voilà, Ok. grosso modo. Et des Et travaux aussi à ouais, bien rajouter? sûr, travaux, donc forcément qui me coûtent moins cher parce que je l'ai fait avec la société BTP qu'on a. Ouais. Grosso modo, on arrive à peu près à 20 000 euros de travaux, 20, 30 000 euros. Enfin, entre l'aménagement, les petits imprévus, etc., on est à peu près à 25 000 euros de travaux. Je suis en train de les finaliser, je suis en Ok. train de faire Il reste toujours un petit dernier voilà, truc à acheter. exactement, tout à fait. Je suis en train de finaliser, etc. Et en fait, le thème, ça va être chambre d'hôtel de luxe. Donc, c'est vrai que les matériaux sont sympas, le rendu est sympa, donc on est sur quelque chose de plutôt premium. Euh, donc voilà, le rendu va être très sympa et on est grosso modo après à la revente parce que j'ai fait les travaux en sorte que je passe du DPEG à D. Ok. Donc il y a Ok, avec eu une rénovation énergétique aussi. exactement. T'as perdu de la surface ou pas? Et oui, 1,5 m, ouais. Un mètre Donc carré et demi, ouais, donc ouais. ça fait plus que 15 mètres carrés et demi. C'est ça, exactement. On est grosso modo sur. Alors j'étais à 17,10 et quelques, donc on est grosso modo là sur 15,70, quelque chose comme ça. Ouais. Donc voilà, j'arrive à, on va dire, 16 mètres carrés au plus haut. Donc si on part sur une Mm. fourchette, on arrive après à 10 000 euros du mètre carré, donc sur 160 000 euros à la revente. Je pense qu'on peut le vendre plus, étant donné le positionnement, comment il a été rénové, etc. C'est ouf, hein. Et puis, il n'y en a pas beaucoup de petites surfaces, à vrai dire, qui sont aussi bien et avec un bon DPE. Et puis, on n'est pas sur du 5e, 6e, 7e étage. On est sur des étages relativement. On est au 4e, pour tout dire. Ouais. Donc, c'est assez facile. Donc, je pense qu'on peut viser un peu plus que 10 000 euros du mètre carré, surtout dans une période qui sera plus favorable dans 1 an, 2 ans. Donc, on est sur une plus-value très facile de 50 000 euros. Et Voilà. tu vas l'exploiter comment aujourd'hui? Location longue durée, voilà. Ok. C'est un ami d'ailleurs que je mets à l'intérieur, qui sera mon locataire. Il m'avait proposé, donc je lui ai dit pourquoi pas. Voilà. Ok. Donc tu vois, je suis pas forcément dans l'optimisation Oui, parce que tu pourrais euh, l'exploiter en location courte durée potentiellement. potentielle. Alors c'est difficile à Paris, il y a des... Avec les lois de compensation, etc. Bon, il Exactement. y a toujours des manières de s'en sortir Mm. aujourd'hui, mais en effet, c'est plutôt compliqué. Mais je suis pas forcément dans l'optimisation, vraiment dans la maximisation du cash flow. Déjà que je suis en cash flow positif à Paris, c'est extrêmement C'est rare. c'est clair. Quand je vois Donc les voilà, investisseurs qu'on a, nous, et qu'ils nous disent on investit à Paris à 1,5, bien 2%, sûr. on se dit mais, Ouais. mais qu'est-ce qu'ils font? Donc c'est pour ça, C'est mais ouf. voilà, je préfère, il est lui-même investisseur, donc pour le coup, il va prendre soin du logement, donc voilà, je dors tranquille, et ça pour moi c'est important dans l'immobilier. Ouais. C'est ma vision de l'immobilier, peut-être pas partagée par tout le monde, en effet par ceux qui essaient d'optimiser le cash flow à foison. Je respecte, et c'est Mhm. une des manières de faire,
qui est très intéressante aussi. Mais voilà, moi, c'est la mienne. Voilà. Ok, super. Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un petit peu là pour développer toutes tes activités? C'est où tu te vois dans 5-10 ans, entre Ouais. guillemets? Eh ben écoute, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Beaucoup de chiffres. Des Beaucoup gros de chiffres, billets. non, mais alors, c'est vrai que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est aussi enfin, ma manière de voir, c'est aussi de prendre énormément de plaisir à y arriver, à concrétiser tes objectifs et d'y vivre. Alors, moi, je suis plutôt dans le travail intelligemment que plutôt dans le travail dur pour gagner beaucoup. Euh, donc voilà, de mettre des systèmes en place, que ça soit automatisé, que ça fonctionne bien. Et moi, j'ambitionne d'avoir une très belle équipe au sein d'IAD. On était 6, on est perdu, voilà, en toute honnêteté, j'ai perdu deux personnes. On est aujourd'hui 4, bientôt la 5e personne, normalement, dans un mois et demi. Donc voilà, d'avoir une très belle équipe, de me développer à l'international. Et pourquoi pas, comme je te disais, pourquoi pas, enfin, pourquoi IAD par rapport à notre réseau, c'est que tu as aussi l'opportunité de développer un pays. Pourquoi pas prendre la tête un jour d'un pays, le Portugal éventuellement, vu que c'est mon pays d'origine. Donc voilà, donc c'est des belles opportunités qu'on a au sein du réseau. Donc voilà, pourquoi pas. Voilà. Ok, Et puis, donc voilà, avoir une belle équipe, faire pas mal de chiffres, travailler à l'international et faire beaucoup d'investissements. Ça, j'ambitionne, voilà, tu disais vers quoi je m'oriente éventuellement sur l'investissement immobilier. J'aime beaucoup les opérations de marchand de biens où il y a où il y a des travaux. en Euh, plus avec ta boîte de travaux, franchement, c'est voilà, génial, c'est hein. facile, donc ça Ouais. facilite les choses. Et voilà, pourquoi pas partir sur de belles opérations de villas, etc. Donc voilà. Ok, génial. Écoute, on arrive à la fin du podcast. J'ai 2 dernières questions à te poser Bien sûr. pour conclure. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, peu importe le domaine, hein, que ce soit l'immobilier ou autre, mais Bien un sûr. conseil qui t'a servi Ouais. à toi en tant qu'entrepreneur? Passer à l'action. C'est pour moi vraiment alors c'est peut-être un conseil banal mais c'est très très important parce que moi j'étais à un moment quand j'étais en audit en 2019, j'étais beaucoup sur toutes les formations immobilières que tu connais ouais, sûrement par les formateurs les plus connus aujourd'hui sur les réseaux mais t'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois et tu te dis bon bah OK, quand est-ce que je passe à l'action? Bon, j'avais déjà investi dans mon cas mais j'étais vraiment dans cette fibre entrepreneuriale, je suivais aussi d'autres formations sur le business de manière générale. Et en fait, à un moment, tu te dis, voilà, là, je sens que je suis en train de stagner. J'ai un objectif, je passe pas à l'action, mais il faut le faire. Et c'est en passant à l'action qu'on arrive à concrétiser ces objectifs. Alors, c'est pas forcément de la manière la plus parfaite au début. Il faut être conscient de ça. C'est pas forcément de la manière la plus efficace, mais le fait de prendre déjà, de faire un premier step, ça nous aide énormément à aller vers les suivants. Voilà. Ok, Et de gagner en expérience et ensuite que ce soit plus efficace et qu'on y arrive, surtout. Voilà. génial. Moi, c'est le conseil principal. Je suis à 100% d'accord avec celui-ci, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que on a un endroit où on peut te contacter de préférence, que ce Ouais, bien soit sûr. sur les réseaux sociaux, peu importe, Patrick Maya Immobilier sur Instagram, Patrick Instagram? Maya Ok. sur du coup LinkedIn, Patrick Maya IAD France sur Facebook, donc voilà, et Il y a WhatsApp de quoi aussi. faire. Ouais, que de faire. Merci Exactement. Patrick, merci beaucoup. Merci à toi Maxime et continue comme ça, ce que tu fais c'est top, je te suis depuis plusieurs mois sur les réseaux et j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Eh ben, c'est super gentil. Merci pour Merci l'invitation. beaucoup. À bientôt. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.